La première saison de la série Les Anneaux de Pouvoir a commencé son énorme finale de 3 épisodes. Après une mise en place au rythme irrégulier et parfois discutable, il ne fait aucun doute que cet épisode 6 marque une nette accélération alors que le 8e et dernier épisode approche dangereusement. Cette vidéo traite directement des événements de l'épisode 6 qu'il faut donc avoir vu avant de continuer, sachant que les théories arrivent en seconde partie de vidéo, et je vous avoue que dans mon esprit, il y a un grand chambardement sur un sujet majeur. Dans l'ensemble, j'ai beaucoup apprécié cet épisode, même s'il a chamboulé certaines de mes suppositions précédentes, à tel point que j'ai maintenant quelques craintes pour une révélation à venir, potentiellement un peu décevante. Je ne parle pas de l'identité de Hadar, ici, sur laquelle je reviendrai. Je ne peux pas dire que j'ai été très surpris qu'il ne corresponde pas exactement à ce que j'avais imaginé, essentiellement pour des questions de droit manquant sur le Silmarillion, mais n'allons pas trop vite. L'épisode était prenant, émouvant, visuellement très intense et il n'a jamais relâché son étreinte sur mon attention. Il a su aussi approfondir certains points et souligner que les scénaristes ont parfaitement conscience de ce qu'ils font, notamment avec Galadriel. Libre ensuite au spectateur d'y adhérer ou de rejeter cette approche, mais elle est réfléchie et construite. Revenons au fantastique début de cet épisode majeur sur lequel on devait garder l'œil et les oreilles bien ouverts. En parlant d'œil, celui de mon t-shirt vous en fait sûrement, et sachez que vous le trouverez en lien en description de la vidéo avec un code de réduction, et cela soutiendra la chaîne au passage, merci à vous. Une nouvelle vie pour défier la mort, le contraste entre la coutume elfique et les mains d'Adar vient encore renforcer le tragique du personnage, surtout quand on verra ensuite que cette coutume est toujours vivante auprès des elfes avec Alandir, qui la présentera à Bronwyn. La main nue de Hadar aux ongles trop longs et bréchés et sa main gantelée aux jointures de pointe, les deux aspects d'un elfe qui ne se considère plus comme tel mais désormais comme un Uruk, le mot du noir parlé qui désigne tout simplement les orques. Ces orques sont ses enfants car il en est quelque sorte l'un des plus anciens encore en vie parmi les elfes corrompus par Morgoth, le maître de Sauron, vaincu à la fin du Premier Âge, pour rappel. Ces enfants à qui il promet un pays, à qui il rappelle les entraves qu'ils ont laissées derrière eux ainsi que les épreuves traversées pour en arriver là. Hadar évoque les Ered Mithrin, les montagnes grises très au nord, puis les Ephel Arnen qui correspondent peut-être aux Ephel d'Oas, sachant que le mot Arnen correspondra plus tard à la région de l'Issélienne. Le travail sur Hadar et les orques est tel qu'on comprend sa motivation et qu'on a presque envie de se ranger à son avis, mais j'y reviendrai pour évoquer son face-à-face avec Galadriel. On pourrait regretter que les orques d'Hadar brandissent autant de torches, cela les rend visibles de loin et surtout les orques devraient faire partie des créatures ayant la vision nocturne la plus aiguisée étant donné leur crainte du soleil. Alors oui, je me suis fait la réflexion, mais d'un autre côté, le choix visuel doit parfois l'emporter quand le média l'impose dans une adaptation, et le rendu durant l'épisode est des plus convaincants. Et par ailleurs, on peut aussi imaginer par exemple que Hadar joue sur l'impact psychologique d'une horde dont le nombre effrayant est souligné par les flammes qui approchent dans la nuit inéluctable. C'est sans doute le moment de souligner le travail de la réalisatrice Charlotte Brandstrom qui a beaucoup travaillé en télévision par exemple sur The Witcher ou encore Outlander et qu'on retrouvera sur l'épisode 7. La réalisatrice ainsi que son directeur de la photographie témoignent ici d'une magnifique maîtrise dans un épisode visuellement sans fausse note, du moins pas à mes yeux, même si nul ni rien n'est parfait. La forteresse d'Ostyris et sa tour de garde ont été récupérées par les elfes certes, mais la construction originale remonte bel et bien aux humains qui servaient autrefois Morgoth et Sauron. Valdreg, toujours aussi con, continue de demander à Hadar où est Sauron, et ce ne sont que les urgences des fouilles dans la forteresse apparemment vide qui sauvent le vieux salopard d'un savon passé par Nampat, le padré du coin. Depuis le début, j'adore Alandir et d'épisode en épisode, cet elfe ne fait que renforcer cette impression aussi intense dans les scènes de dialogue que d'action. Il est véritablement l'une des réussites de la saison, de la série peut-être, d'autant plus avec son statut délicat de personnage original inventé pour la série. Le piège de la tour de garde fonctionne car les fondations ont été fragilisées par le tunnel creusé par les orques, tunnel dont on ne comprendra le véritable usage que dans la fabuleuse scène finale. En revanche, bon oui c'est vrai, il faut accepter qu'on est dans de la fantasy héroïque et il faut faire semblant de croire à la flèche enflammée capable de faire céder une corde énorme en quelques secondes. Thibaut Icarius de la chaîne Histoire Appliquée vous l'expliquera bien mieux que moi, les flèches enflammées ça ne fonctionne pas en vrai et une corde c'est super solide, mais bon, tant pis.
Un des points que j'ai le plus apprécié, c'est la qualité de la construction de cet épisode en termes de bataille avec 3 volets différents, disons 4 même, en comptant l'arrivée des Núménoréens. Sur les 2 premiers volets, la chute de la tour et la résistance au premier assaut, on est sur une dynamique de victoire ou au moins de belle résistance des humains de Tir Arad, et soudain tout s'effondre avec le dernier et véritable assaut des forces rassemblées par Hadar. Cette construction offrait un côté relativement imprévisible au déroulement de l'épisode, même si on savait bien sûr que la cavalerie finirait par arriver. Pour reprendre dans le déroulé chronologique que je préfère pour tenter de ne rien oublier dans mon analyse, Isildur se lève sous le regard d'Albrand qui ne trouve pas le sommeil dans le bateau. Clairement fasciné par les elfes, Isildur dit que cette version de Núménor, celle qui rejette son origine, sa tradition d'amitié avec les elfes justement, comme de respect envers les Valar, eh bien ce n'est pas la Núménor qu'il aime. Et lorsque Galadriel va faire l'éloge de l'humilité à Isildur, on ne peut que tristement sourire car nous devinons maintenant avec notre œil presque omniscient de spectateur et la connaissance de cet univers et des nécessités d'une histoire que la fierté de Galadriel risque justement de coûter cher à la Terre du Milieu. En revanche, Galadriel voit juste quand elle souligne que la Núménor idéale existe toujours, ne serait-ce que dans le cœur d'un garçon d'écurie. Chez Galadriel, on a souvent, et depuis le début de cette première saison, ce mélange d'aveuglement et de sagesse, ce qui nous donne les couleurs initiales de ce que deviendra son portrait au fil des saisons à venir, la sagesse prenant doucement l'ascendant sur l'aveuglement. En parlant de sagesse et de vision, Elendil semble en avoir pour 2, alors qu'il annonce que ce voyage vers le soleil, pourtant ce soleil levant, lui semble annoncer l'arrivée d'un crépuscule. Eh oui, ces paroles sont hautement prophétiques à plus d'un titre, autant pour les conséquences immédiates ou prochaines de cette mission que pour l'avenir de Núménor et celui plus personnel d'Elendil. On apprend par ailleurs que son épouse est morte noyée, et je vais ajouter ici une information de plus à ce sujet, une indiscrétion d'actrice, mais si vous voulez éviter de savoir, passez au temps de vidéo qui est indiqué en bas de l'écran. Je vous laisse quelques instants pour le faire. En effet, Emma Horvath, l'interprète d'Eärien, la fille d'Elendil, la sœur d'Isildur, a indiqué en interview que la mère de son personnage serait morte noyée en sauvant Isildur, tombé à l'eau. L'échange entre Elendil et Myriel sur l'orientation des navires en vue du débarquement des troupes laisse supposer un rapport avec le titre de cet épisode, Udun. En effet, Udun désigne plusieurs choses, mais notamment une vallée au nord-ouest du Mordor, et si on suit les indications d'Elendil, on comprend que les navires ont remonté ou vont remonter le cours de l'Anduin pour ensuite laisser la cavalerie atteindre cette vallée au travers d'une passe. Je dirais même qu'il s'agirait potentiellement de passer là où se tiendra plus tard Minas Ithil, qui deviendra Minas Morgul. En parlant de Morgul, d'une lame maudite à une autre, plus ancienne encore, celle qu'Arondir tente vainement de détruire. On pourrait se demander pourquoi l'elfe ne décide pas de partir loin et vite à cheval pour éloigner l'épée brisée de la main d'Adar, mais on sent que c'est son devoir envers ses humains et son amour pour Bronwyn qui le retiennent sur place. Les préparatifs pour la bataille étaient parfaits pour faire monter la tension et distiller un peu d'espoir malgré tout, un thème essentiel de l'œuvre de Tolkien. Cet espoir a même 2 significations différentes et on retrouve la plus élevée des 2 dans les paroles que Sio demande à sa mère de lui rappeler « L'ombre n'est que passagère et jamais elle ne pourra atteindre la véritable lumière, la beauté hors de sa portée ». Au-delà du simple espoir qu'on peut évoquer au quotidien, cette variation sur la notion d'espoir fait référence à la foi et la conscience d'une force supérieure et ultime qui a un dessein pour chacun, le fameux unique, le maître du feu secret qu'évoquera ensuite Hadar. Espérons que Sio échappe durablement à cette ombre qui le menace terriblement depuis son attachement à l'impression de pouvoir que lui conférait cette épée, comme il le confiera finalement à Arondir après la bataille. Et justement, en parlant du loup, on en voit le bout de... Je n'irai pas jusqu'au bout de cette phrase, mais vous avez saisi l'idée, puisque Arondir devient très tactile avec Bronwyn, pas trop tôt, diront certains et certaines, tout en évoquant par ailleurs, sans la nommer, Yavanna, qui a un rang très élevé parmi les Valar, une Valier, donc une Vala féminine qui est à l'origine de tout ce qui pousse sur Arda, et qui était même à l'origine avec Nienna des 2 arbres du Valinor. Ici encore, on parle d'espoir, celui d'une nouvelle vie dans un nouveau jardin avec Sio après la bataille, et certains se moqueront peut-être en disant qu'on est un peu dans une ambiance les feux de l'amour. Personnellement, j'y vois entre Arondir et Bronwyn une belle histoire romantique qu'on espère pas trop tragique.
La première attaque de nuit nous est offerte dans un ensemble de séquences toutes plus viscérales et brutales les unes que les autres. Ce qui est extrêmement réussi également, c'est qu'en revenant en arrière, ce que j'ai fait bien sûr, on peut distinguer qu'on a de nombreux assaillants qui portent des masques, des casques, et on peut deviner parmi eux des humains, ce qui ne sera révélé qu'ensuite. Je ne vais pas vous refaire la bataille, mais j'ai beaucoup apprécié le combat notamment entre Alandir et l'orque énorme, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on a eu notre dose de violence et de frayeur, avec tout ce sang versé, cette saleté. Je ne sais pas si la fameuse critique « c'est trop lisse, c'est trop propre » tiendra toujours, mais si c'est le cas, je n'aimerais pas voir la gueule de l'intérieur de ceux qui la tiennent. Comme déjà souligné, l'enchaînement entre l'espoir d'une victoire, la découverte qu'ils ont surtout tué des humains, des voisins qui étaient passés à l'ennemi, puis cette pluie de flèches meurtrières, on était vraiment en pleine descente dans l'ombre, en plein cauchemar éveillé pour les survivants. La séquence de la blessure et des soins douloureux sur Bronwyn fonctionnait très bien là encore, posant les bases nécessaires pour que quelqu'un cède le moment venu. Les exécutions avec ces lames pénétrant doucement les corps des villageois, le moins qu'on puisse dire, c'est que Hadar ne perd pas de temps en parlotte, contrairement à des tas de méchants de cinéma. Dernière phase de combat pour cet épisode incroyablement rempli d'action avec la charge des soldats de Númenor. On a ici quelques plans magnifiques, tout étant sublimé encore et toujours par la bande originale de Bear McCreary. Je ne parle pas sans cesse de la musique, mais pour moi il s'agit d'une des BO les plus marquantes depuis de nombreuses années. Et j'espère véritablement que certains prendront conscience, si ce n'est pas encore le cas, avec le temps de l'ampleur de cette œuvre musicale qui restera de longues années à mon avis, surtout si la série parvient à suivre en qualité ces compositions incroyables auxquelles l'artiste a consacré un travail titanesque, quitte à mettre sa santé un peu en péril. Tout n'est pas parfait encore, et même si le coup de la chaîne tendue pour faire chuter un groupe d'orques fonctionne bien en termes de dynamique à l'écran, je ne pense pas que ça fonctionne très bien en réalité, et moins bien à coup sûr qu'une simple charge à plusieurs chevaux de front. Heureusement, d'autres plans mettaient justement en évidence la puissance des destriers qui bousculent et écrasent les orques. Et en l'occurrence, du côté de Galadriel, les acrobaties équestres pour éviter les projectiles m'ont beaucoup plu, en soulignant ses talents d'une manière gracieuse et plausible pour une elfe aussi aguerrie. La charge d'Isildur, les cascades à cheval encore avec le saut, et tout cela demande beaucoup de temps, de travail, de coordination. Ce n'était clairement pas un affrontement cheap filmé à la va-vite, c'est tout le contraire, on y sent énormément de préparation. Et que dire de la poursuite à cheval? Ce type de scène peut rapidement devenir très plate et sans grand intérêt, et ici, de mon point de vue, c'était tout le contraire. Entre la musique incroyable, la qualité de réalisation, bien sûr, l'engagement physique des acteurs, qu'on voyait beaucoup à cheval, et Galadriel qui va venir se pencher et murmurer Norolim à sa monture, c'était fabuleux, du moins personnellement j'ai adoré cette cavalcade, j'en avais des frissons. Et bien sûr, Norolim court vite en elfe, c'est ce que dit Glorfindel à sa monture dans les livres, et dans les films, l'encouragement presque magique est prononcé par Arwen dans une des scènes les plus iconiques de la communauté de l'anneau. On remarque toute la détermination de Hadar, mis à terre par Halbrand, qui a miraculeusement trouvé un raccourci pour lui couper la route, à continuer de donner le change en faisant comme si l'objet empaqueté était pour lui le plus important au monde. L'échange entre Halbrand et Hadar est riche d'enseignements, plus encore quand on le met en relation avec ce qu'Hadar demandera à Halbrand alors qu'il quittera la grange, mais ce sera pour la section théorie. J'attendais avec impatience la rencontre entre Hadar et Galadriel, et d'une certaine façon que je n'attendais pas, elle ne m'a pas déçu. Sans grande surprise, Hadar n'est pas un elfe connu du premier âge, sans surprise puisque la série n'a pas les droits sur le Silmarillion et ses personnages, malheureusement. Un peu dommage de mon point de vue de ne pas avoir créé de lien avec Finrod, le frère de Galadriel, mais peu importe, on ne peut juger une série sur la base des théories qu'on peut faire à son sujet, et c'est quelque chose que je n'ai jamais fait, y compris pour Game of Thrones, même saison 8. Refermons la parenthèse. Ce qui est magnifique et inquiétant dans cet interrogatoire, c'est bien sûr que Galadriel va y avoir le mauvais rôle, c'est un tour de force d'écriture qui vient presque rattraper les précédentes exagérations dans la façon dont la série a pu dépeindre l'obsession et l'orgueil de la guerrière elfe. Ici, elle menace de laisser brûler les orques d'Hadar et lui promet même la totale extermination de son peuple, ce qui permet aux spectateurs de mettre en perspective leur propre perception des orques comme des êtres à exterminer sans la moindre arrière-pensée. La notion de Moriondor qu'utilise Galadriel existe dans les textes, mais pas le mot lui-même Moriondor. D'ailleurs, Morion suffisait déjà à désigner des fils des ténèbres, tandis que le suffixe dor apporte la notion de terre, de pays. Alors est-ce que vous comprenez ce que Galadriel vient de faire ici?
elle vient d'inspirer à Adar le nom de Mordor, contraction de Moriondor, mais sans la notion de fils d'eux. Enfin, quand je dis Adar, ça pourrait être Sauron, bien sûr, hein, quand il se révélera et qu'il mettra un terme à toute cette notion de peuple orc et ce sentiment d'appartenance hein, qui pourrait à terme les amener, qui sait, à développer une forme de civilisation propre à eux et plus avancée qu'actuellement. Retirer ce Ion de Moriondor pour aboutir à Mordor, le pays de l'ombre, c'est en quelque sorte ramener ces Uruk à leur statut d'esclaves, à renier la moindre perspective à leur existence. Quoi qu'il en soit, la menace semble pousser Adar à parler alors que tout ce qu'il fait, c'est en réalité gagner du temps en utilisant contre elle, contre Galadriel, son obsession pour Sauron. Adar dresse ici le portrait d'un Sauron qui se serait voué à guérir la Terre du Milieu, réunissant ses territoires brisés dans un ordre parfait. Cette définition peut sans doute surprendre, mais elle correspond parfaitement à ce qu'on sait de Sauron, notamment à ce qu'il était au début du Deuxième Âge. Sauron a toujours été méticuleux, ordonné, et après la défaite du Premier Âge, il a pendant un temps contemplé l'idée de se racheter ou du moins de voir ce qu'il pourrait apporter à la Terre du Milieu, convaincu qu'il pourrait en améliorer la situation. Ensuite, bien sûr, il a rapidement succombé à nouveau à la soif de pouvoir qui l'anime, et la suite, vous la connaissez, où vous allez en découvrir une version avec cette série. Sauron aurait donc passé du temps dans sa forteresse glaciale, loin au nord, à concevoir un artifice permettant de régner sur la chair via le monde invisible, et si cela vous rappelle furieusement les Anneaux de pouvoir, c'est normal, hein, c'est le titre de la série. Toutefois, Sauron aurait échoué et à force de voir des Uruk torturés par les tentatives de son maître, Adar l'aurait tué, du moins c'est ce qu'il pense. Alors il faut savoir quand même que c'est un petit peu une habitude hein, pour Sauron de mourir. Quoi qu'il en soit, j'en viens à regretter que nous n'ayons pas pu avoir de combat entre Adar et Galadriel, mais bon, ça doit être mon côté un peu trop classique qui parle avec combat contre le boss, tout ça. Au passage, cette nouvelle référence à la forteresse du Grand Nord vient volontairement jouer avec le double sens du titre de l'épisode, Udun, qui ne désigne pas seulement cette vallée du Mordor, mais initialement le nom Sindarin d'Utumno, la première forteresse de Morgoth. Attention, hein, je ne dis pas que la forteresse que nous avons vue dans le premier épisode de la série était Utumno, mais simplement que la référence est placée ici volontairement pour les connaisseurs des détails de cet univers ultra riche, et ce n'est pas peu dire. Dans le dialogue, lorsque Adar vient contrer cette idée que les Uruk ne seraient qu'une moquerie des elfes et qu'ils sont des créatures de l'unique, aussi dignes d'un souffle de vie que d'un foyer, il vient soulever une des grandes questions de ce monde de Tolkien justement. Qu'est-il du destin des orques, de leurs âmes s'ils en ont, et comment un dieu tout-puissant, Ilúvatar, a-t-il pu permettre une horreur pareille, la création ou tout du moins l'existence des orques? Et face à la menace de génocide brandie par Galadriel, Adar sort la meilleure réplique de la série jusqu'à présent. Je ne suis pas le dernier elfe vivant à avoir été transformé par l'ombre. Votre quête du successeur de Morgoth aurait dû s'arrêter face à votre miroir. Voilà qui fait référence à la fois au fameux miroir de Galadriel, bien sûr, vous l'aurez deviné, mais aussi à cette notion selon laquelle elle aurait pu devenir une reine terrible dominant la Terre du Milieu sans pitié ni partage si elle avait accepté l'anneau unique. Quoi qu'il en soit, pour la Galadriel du présent, voilà qui la renvoie à ses erreurs et bientôt aux terribles conséquences de son aveuglement. Halbrand retient sa lame en symétrie avec la scène précédente dans la forêt. On peut sans doute trouver ridicule que personne n'ait pris conscience de la supercherie sur l'objet empaqueté, mais justement, tout ce qui intéressait Galadriel, c'était Sauron, et elle a perdu de vue l'urgence sous ses propres yeux. Le dialogue qui suit entre Galadriel et Halbrand vient traiter encore une fois de culpabilité, mais aussi entrevoir un futur possible alors qu'ils combattent côte à côte. Doit-on voir une tension amoureuse dans la réponse de Galadriel? Là encore, une question pour la partie théorie, si j'ai le temps. Tandis qu'Elendil et Isildur se rapprochent enfin autour de l'amour des Núménoréens pour leurs chevaux, un élément important des textes à leur sujet, là encore on a la révélation de ce que tous les spectateurs avaient compris, Waldreg et Sauron. Non, je déconne. Hein. Les humains n'ont même pas le temps de fêter leur victoire pendant 5 minutes, ni le retour de leur roi promis, que le ciel leur tombe littéralement sur la tête. Toute l'invention à l'écriture et la séquence de cet engloutissement qui provoque une explosion de l'Orodruin, c'est vraiment du grand art. Prenant à contre-pied une explication magique assez facile, on a une réflexion d'ingénierie et de détournement de la nature qui s'inscrit parfaitement dans les préoccupations de Tolkien, là encore. Et si vous vous posez la question, hein, en résumé, oui, scientifiquement déverser un fleuve au cœur d'un magma volcanique déclencherait des explosions très puissantes du fait de la vitesse d'expansion de la vapeur.
Pas exactement comme ce qu'on voit dans la série, mais ça reste très largement plausible dans le contexte d'une œuvre de fantasy. Je n'avais absolument pas vu venir cette idée et je la trouve géniale, sans parler de la mise en image absolument phénoménale. On remarque deux choses: d'une part c'est un humain, un Waldrake, qui est coupable de cette destruction terrible, et de l'autre, Hadar s'est échappé, et plus on voit Hadar, mieux on se porte, car il a vraiment apporté énormément depuis que la série l'a révélé. Les 2 prochains épisodes devraient envoyer du très lourd, j'ai à la fois hâte d'y être tout en étant triste à l'avance que cette première saison se termine déjà. Avant de passer à la partie théorie avec moi, ou si vous m'abandonnez en route, bande de va-nu-pieds, pensez à vous abonner à la chaîne, et ne vous inquiétez pas, gros spoiler, Galadriel n'est pas morte. Je sais, c'est dingue. Passons aux théories donc, que je devrais conserver assez brèves pour respecter d'une part ma santé mentale et surtout le timing de sortie de cette vidéo. Et de toute façon, ne vous inquiétez pas, je pense que je reviendrai en détail sur tous ces points dans la semaine qui arrive dans une vidéo dédiée. Après avoir vu cet épisode, je me pose une grande question: mais qui est donc l'étranger? Comment ça, on n'a pas parlé de lui? Alors non, certes, on ne l'a pas vu l'étranger dans cet épisode, mais je dois me rendre à l'évidence, on a maintenant beaucoup trop d'indices qui désignent Halbrand comme étant Sauron. Et ouais. Alors franchement, pour l'instant, je ne suis pas super fan de ce choix des showrunners, notamment dans la façon dont il va rencontrer Galadriel, mais il faudra vivre avec. Halbrand et Sauron pour la bonne raison que toutes ses interactions avec Hadar le prouvent. Et oui, ainsi Halbrand demande à Hadar s'il se souvient de lui, c'est pour vérifier qu'il est indétectable, même pour quelqu'un qui a été suffisamment proche de lui pour l'éventrer. Hadar va révéler plus tard qu'il ignore qui est véritablement Halbrand, et ce dernier ne répond pas à la question quant à son identité quand il va sortir de la grange. Par ailleurs, parmi d'autres choses, j'ai enfin pris conscience que l'armure d'Halbrand porte carrément une chaîne d'anneaux. On a littéralement écrit sur son costume qu'il est destiné à être le Seigneur des Anneaux et à lier avec eux ceux qui accepteront ses cadeaux. On a découvert aussi qu'Halbrand était totalement inconnu de Bronwyn ou de quiconque dans le coin, ce qui fait que sa prétention à être le roi promis ne repose que sur des mensonges. En résumé, Galadriel vient d'offrir le futur Mordor à Sauron, tandis que lui se demande encore s'il pourrait ne plus être un génie du mal, potentiellement en s'alliant avec elle. Dans cet épisode, on constate encore qu'Halbrand ne dort jamais, alors qu'il observe Isildur monter sur le pont, et déjà dans l'épisode 3, il était éveillé avant Galadriel, ce qui semble fort improbable pour un humain. Dans cet épisode 6, un plan le montre au-dessus d'Elendil qu'il sauve sur le champ de bataille, un parallèle posé en prévision de la saison 5 sans doute, et de leur ultime affrontement lors de la bataille de la dernière alliance. Je ne vais pas refaire la liste des indices énormes que j'avais déjà soulignés lorsque Halbrand était à Númenor. Je pensais qu'il s'agissait de grosses fausses pistes volontaires, mais maintenant je n'ai aucune autre explication possible pour Halbrand, sinon qu'il est Sauron. Et je vous avoue que cela me laisse très perplexe quant à l'identité de l'étranger. Je trouverais franchement qu'introduire une version plus jeune de Gandalf n'aurait aucun sens par rapport à toute la suite, la construction des différents âges, etc. Et aussi parce que je vois toujours en ce personnage une très forte dualité entre le bien et le mal, donc qui est l'étranger, là je sèche. Nous en saurons, si vous me passez l'expression, plus sur lui dans l'épisode 7, du moins j'espère. Quoi qu'il en soit, salut au véritable roi des terres du Sud, bien joué Myriel, bien joué Galadriel, et de notre côté, on se retrouve dès lundi, bien sûr, pour House of the Dragon. N'oubliez pas le t-shirt, le pouce en l'air, le commentaire. Alors oui, je sais, je vous en demande un peu beaucoup, mais avouez que je donne pas mal de ma personne aussi. A très vite pour de nouvelles aventures. Salut!